Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera bien sûr de BTC qui est toujours en train de baisser. Je vous rappellerai mes ordres en mode E plus Z, où est-ce qu'elles sont, où est-ce que je souhaite me positionner sur du long terme. On parlera ensuite bien entendu d'Ether, on verra certaines altcoins que vous me demandez d'analyser, notamment XPL, Koai et ITP. Et on parlera bien sûr du marché US et je répondrai à une question qui m'a été demandée sur l'utilisation des volumes en tant que trader investisseur. Alors, je commence ici par le BTC, ça y est, on a touché notre premier arrêt, les 0,382 de Fibo, qui est tout simplement une très bonne zone en général pour se positionner. Pourquoi? Parce que c'est notre premier arrêt, les acheteurs qui, depuis 2023, là, début 2023, ont posé ce bottom. S'ils veulent maintenir la tendance, c'est ici qu'ils doivent le faire. On a toujours tenu les 0,382, on voit bien ici, on rebondit parfaitement dessus, ici je prolonge, hop, on mèche, on rebondit parfaitement dessus, donc là on est clairement sur un niveau très important. Et même historiquement sur le BTC, les 0,382 c'est toujours un niveau très important. Si je reprends par exemple le bull market qu'il y a eu 2015-2017, je prends mon Fibo, point le plus bas ici, hop, tac, on voit bien 0,382, on clôture pas en dessous, très bien, on poursuit notre tendance, on mèche parfaitement dessus, on poursuit notre tendance, on remèche encore dessus, on poursuit notre tendance, hop, on remèche dessus, on clôture pas en dessous, et ben on poursuit encore notre tendance, etc., etc. Encore une fois, à ce niveau-là, là de mémoire on l'a même pas touché, non, et au moment où on l'a cassé, vous voyez, on a dans un premier temps rebondi dessus, puis après qu'on l'a cassé, on est rentré ici dans une tendance qui est baissière. Là on est un peu dans un scénario similaire, hein, c'est-à-dire que on est clairement dans une bonne zone pour se positionner sur le BTC, et même en toute transparence, je suis re-rentré sur du spot long terme, mais c'est très léger. Je suis très léger, comparé à l'entièreté du capital qui est prêt à être déployé sur le BTC, c'est ici une très faible partie, on est à peu près sur 10-15% maximum, donc mon cash attend beaucoup plus bas. Mais j'estime que c'est un premier niveau qui m'intéresse moi de mon côté. Je surveille cette zone-là, 92 000, avec une réaction acheteuse. J'en ai pas eu. On revient chercher le premier arrêt en confluence avec cette petite zone de support, 86 000, toute cette zone-là. Une zone qui est censée faire office de support. Donc voilà, j'ai des ordres qui ont été exécutés, mais comme je dis, c'est très léger et le plus gros de mes ordres sont beaucoup plus bas. Maintenant, si ce niveau casse, si on perd le premier arrêt, techniquement, en utilisant juste l'outil Bonacci, la perte du niveau des 0,382 a de grandes probabilités de nous emmener chercher ici entre les 0,118 et les 0,786. Moi j'ai des niveaux intermédiaires entre cette zone-là, parce que il y a un gros niveau d'un point de vue price action qui est tout simplement entre les 70 000 et 73 000 $. Et j'ai ici des ordres en mode épuisette. Je vais rappeler après ce que c'est, hein, les ordres en mode épuisette pour ceux qui ne savent pas, entre 74 000 $ et 67 000 $. Dans toute cette zone-là, j'ai ce que j'appelle des ordres en mode épuisette. J'ai deux façons de me positionner sur BTC et Ether, principalement. Je fonctionne pas comme ça sur les altcoins parce que dans une tendance baissière, je ne sais pas les altcoins qui vont survivre, je ne connais pas le futur des altcoins, et c'est pas toutes les altcoins qui sont aussi fortes que le BTC. Donc, sur le BTC, je procède de deux manières. Je divise mon capital d'investissement. Là, je parle vraiment d'investissement long terme. Ok. Je divise mon capital en deux. Je vais avoir une première partie, c'est ce que j'appelle des ordres en mode épuisette, et la deuxième partie, ça va être globalement le bottom. Mes ordres en mode épuisette, qui vont quand même représenter une bonne partie, ça va être globalement des ordres sur des niveaux, des gros niveaux de support, weekly, monthly, que j'estime intéressants, où potentiellement on peut avoir une mèche, et où je peux tout simplement me positionner parce que j'aurai un pullback sur une zone d'entrée qui pourrait m'intéresser. Globalement, j'ai deux zones avec des ordres en mode épuisette. J'ai cette première zone-là entre les 74 000 $ et les 67 000 $, parce que j'estime que si on y va, on a de très fortes probabilités de poser un bottom dans cette zone. Il y a pas mal de choses qui me font dire ça, hein, d'un point de vue price action. C'est un niveau ici, on a latéralisé pendant 8 mois. Voilà. Si on regarde la structure de prix, c'est ce gros creux ici où on a également eu une réaction acheteuse. Bon, cette zone-là m'intéresse. Donc là, entre cette zone-là, j'ai à peu près une vingtaine d'ordres. Alors comment ça fonctionne, hein, des ordres en mode épuisette. Je détermine le niveau en premier. Ensuite, je détermine le montant que je veux mettre dans cette zone-là et je le divise en plusieurs ordres. Donc là, j'ai 20 ordres à peu près dans cette zone-là. Et mon but, c'est tout simplement, si on a une mèche, si on a un dump assez violent, comme on a eu ici sur cette mèche-là, hop, je m'étais fait exécuter quelques ordres. Ok, pas tout. Des fois, c'est pas tous les ordres qui sont exécutés, mais voilà, j'ai ici une première zone. Et j'ai une deuxième zone qui va être globalement
dans ma zone de rechargement entre les 0,58 et 0,786. Alors là, ouais, c'est une zone qui est un peu plus grosse. Moi, j'estime qu'il y a plus de chances d'avoir ici un rebond comme ça pour y aller ensuite. Il y a très peu de chances qu'on descende en ligne droite, mais j'ai ici une seconde zone qui commence, alors pas à 57 000 $, mais un peu plus bas, vers les 50 000 $, où pareil, si on y va, c'est pour moi une bonne zone pour se positionner. Et j'ai pareil des ordres en mode épuisette. Ensuite, j'ai une partie que je garde lors d'un bottom. Lors d'un bottom, ça va être tout simplement quand j'ai une structure de retournement. Ça peut être maintenant, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être plus bas. Mais globalement, j'ai du cash que je réserve, que je n'utilise pas pour rentrer. Peu importe comment le marché descend. Le marché peut descendre en ligne droite. C'est une partie ici que je ne vais jamais utiliser, sauf si j'ai un bottom qui est confirmé. Si je prends un peu le dump qu'on a eu 2022, ici 2023, à des ordres en mode épuisette, ça va être par exemple, si je prends globalement un exemple, ça va être des ordres qui vont se faire exécuter sur des niveaux intéressants. Par exemple, cette grosse zone là, on a pas mal de liquidités à venir chercher. Ça va être par exemple au niveau du précédent ATH. Voilà. Donc ça, c'est des zones qui nous intéressent. Et le cash qui est dispo en mode bottom, ça va être qu'on va valider ce type de structure de retournement ici. Voilà. Donc la différence, c'est que les ordres en mode épuisette se font exécuter quand on a une capitulation, quand on a une forte baisse, comme ici par exemple. Et le cash sur des bottoms, ça va être qu'on valide des structures de retournement. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage des ordres en mode épuisette, c'est que on n'a pas besoin d'être devant les écrans, on n'a pas besoin de faire des analyses tous les jours, les ordres sont placés et s'exécutent automatiquement la nuit, le jour, à n'importe quel moment, et souvent on se fait exécuter sur des niveaux de prix qui nous intéressent lorsqu'on a des capitulations. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le bottom, et on peut se faire exécuter là, et continuer à avoir ensuite une nouvelle baisse. L'avantage des structures de bottom, c'est que on se positionne sur un bottom. L'inconvénient, c'est que on n'est pas sûr à 100% que c'est le bottom, on peut prendre un risque, bien entendu, et on peut rater le bottom, et surtout, on n'a pas le point le plus bas, on rentre peut-être plus haut, parce que voilà, là, vous voyez des ordres en mode épuisette qui sont exécutés ici, sont plus bas qu'un bottom qui est confirmé lorsqu'on a ici la clôture weekly qui valide cette structure en W vers les 20 000 $ de mémoire. Donc voilà comment je procède actuellement sur le BTC. Je dis pas qu'on va y aller tout de suite, je vous partage juste en toute transparence. Comme quand on monte, je vous avais dit où je prenais mes profits, maintenant on descend. Et on parle ensuite de stratégie de bear market, de comment se positionner et tout simplement se préparer pour la suite. Je ne sais pas si on va y aller, je ne sais pas dans combien de temps on va y aller, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis prêt. Voilà, j'ai des ordres et j'estime que un BTC qui revient chercher cette zone-là ou cette zone-là, ce sont deux très bonnes zones de localisation. Je vous ai déjà dit pourquoi, zone de rechargement long terme, on a le coût de production du BTC, c'est ici on a eu le lancement également des ETF. Donc il y a plein de raisons qui me poussent à croire que ces zones-là sur BTC sont très intéressantes. Voilà, sinon maintenant sur du court moyen terme, on reste ici dans une tendance baissière. Si je mets des moyennes mobiles, on a toujours un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures, des moyennes mobiles qui font office de résistance, toujours, et j'insiste là-dessus, on est toujours dans une zone là, on va chercher des shorts, faire de la continuation de tendance. Alors on a eu quand même ici une très bonne réaction acheteuse sur du court terme, en passant de à peu près 80 000 $ à 85 000 $. On peut être ici sur un bottom court terme. Pourquoi ? Parce que on a été chercher assez bas. On a eu ici une mèche de capitulation. On voit qu'on est passé très vite de 85 000 à 81 000 $. Ça a été absorbé. Donc ça nous indique dans un premier temps que ici, on a une réaction acheteuse. On est revenu retester cette mèche-là. Souvent, quand on a des mèches comme ça, ils sont souvent retestés. Et on voit qu'on a eu directement un ravalement aussi. Ce qui nous montre que dans la zone entre les 81 000 $, on a des acheteurs qui sont présents. Donc peut-être rentrer dans un petit bottom. Ça me surprendrait pas après. Autant de baisse ici. Alors, le plus probable, c'est d'avoir une continuation de notre baisse. Parce que dans une tendance baissière, ou même dans une tendance haussière, on part toujours du principe que la tendance va se prolonger. Maintenant, au vu de la baisse qu'on a eu assez rapidement là, depuis le 11 novembre, voilà, ça fait même pas 10 jours. On a eu un moins 23%. Pour moi, on va rentrer dans une phase où le marché va potentiellement latéraliser, rentrer dans une phase de consolidation. Voilà, faut voir, c'est comme quand on a ce genre de baisse, je vais revenir au bear market de 2021. Vous voyez, quand on a des baisses assez brutales, en général, le marché latéralise. Comme on a eu ici, ensuite on a eu une forte baisse. En pourcentage, ça reste des baisses conséquentes ici. Vous voyez, on est sur un moins 16%. On latéralise, on a à nouveau un break par le bas, moins 21%, on latéralise. En général, c'est très rare que le marché dump sans avoir de phase de latéralisation.
Donc ça me surprendrait pas, ici, on peut retester ce creux-là, bien entendu, mais rentrer dans un range. Dans tous les cas, on reste dans une tendance baissière, on surveille les points pivots, point pivot weekly qui a fait office de support, ça peut être des niveaux intermédiaires pour prendre ses profits. Tunnel 3 minutes, très intéressant le tunnel 3 minutes, qu'on fait un nouveau plus bas, qu'on poursuit notre dynamique baissière, j'en avais déjà parlé qu'on avait break à ce niveau-là. Très intéressant pour faire de la continuation de tendance. À ce niveau-là, on voit à chaque fois que on fait un nouveau plus bas, qu'on a un range qui casse par le bas, et ben le tunnel 3 minutes est très intéressant pour déterminer des points de repère pour quelqu'un qui fait du scalping ou de l'intraday. Sinon, quelqu'un qui veut se mettre à peu près sur de l'intraday, pas trop sur du court terme, faut surveiller le tunnel 15 minutes. On le voit ici, ça fait office de résistance, etc. Et pour le moment, voilà, on n'a même pas encore retesté le 1 heure depuis les 103 000 $. Donc quand il sera retesté, pareil, faudra le surveiller. Au cas où on a un retracement et qu'on retourne chercher, par exemple ce week-end, le niveau là des 89 000 $, on a une très bonne confluence. 89 000 $, chiffre rond psychologique, point pivot weekly, et on a également le tunnel 1 heure qui va sûrement venir s'aligner sur ce niveau-là. Donc au cas où on a un rebond et un retracement intéressant, ça peut être ici une bonne zone pour chercher des shorts. Et voilà, après, sinon, rien, pas grand chose à dire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je l'ai répété pas mal de fois. Là, ce que je fais, c'est essayer de vous donner un maximum de valeur pour gérer ce genre de phase. Et psychologiquement, il y a pas mal de choses à dire aussi. Psychologiquement, je pourrais faire un cours d'1 heure sur, facile, minimum 1 heure sur tous les biais psychologiques qu'on peut ressentir en bear market. C'est là où vous en apprenez énormément sur vous, sur surtout votre gestion de risque. C'est pas là où vous allez apprendre le côté technique, mais sur le côté gestion de vos émotions et gestion de risque. Est-ce que vous avez choisi le bon capital? Est-ce que vous étiez pas trop exposé, pas assez exposé? Ça, c'est des questions que peut-être vous allez vous poser. Parce que une personne qui est atteinte, qui est même détruite émotionnellement sur ce genre de baisse, c'est quelqu'un qui a eu un capital trop important, et du coup, la perte qu'il a, qui est peut-être même pas clôturée, qui est juste une moins-value latente, et ben ça l'impacte émotionnellement parlant. Ça, c'est parce que le choix du capital, le choix de l'exposition qu'il a eu, c'est des sommes qui sont trop importantes, et du coup qu'il l'a faite. Et c'est dans ce genre de phase que vous pouvez profiter pour un peu refaire votre stratégie, voir si vous avez choisi les bons montants, voir si vous avez choisi les bonnes cryptos, et faire un état des lieux. Maintenant, si vous êtes dans une phase qui est compliquée, si voilà, vous savez pas trop comment gérer tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous me posez une question, vous venez me contacter en message privé, vous discutez avec d'autres membres, il y a des membres très compétents qui pourront vous aider. Restez pas seul, d'accord? Essayez d'en tirer quelque chose, d'accord? Soit on apprend de l'erreur des autres, soit on apprend de vos propres erreurs. Mais dans ce genre de phase, si vous apprenez de vos propres erreurs au détriment de votre capital, apprenez vraiment de vos erreurs. Commencez pas à dire ouais, je passe à autre chose, oui, c'est la faute du marché. Non. Vous allez jamais progresser comme ça, autant que ça serve à quelque chose. Voilà pour le BTC. Au niveau d'Ether, Ether, on a break ici le niveau des 3000 $. On est clairement en train de s'installer en dessous, à voir cette clôture daily aussi. Petite réaction acheteuse, on le voit avec une mèche plutôt basse, mais ça ne nous inverse pas notre tendance qui est baissière. On a ici une mèche qui représente plus de 50% de la bougie si on clôture comme ça. Pareil, on peut être peut-être sur un premier bottom, mais pour le moment c'est juste un rebond. On pourra parler de bottom si vraiment on structure comme ça ce type de pattern, qu'on break ici le tunnel 15 minutes, qui fait office de résistance depuis un moment, qu'on inverse nos tunnels, ça pourrait être ici un signal où on pourrait retracer, revenir par exemple retester les 3200. Ça c'est possible. Maintenant, moi je vois ici une dynamique qui est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, et techniquement, si on part du principe qu'on a break les 3000 $, le prochain objectif c'est d'aller chercher ici les 2200 $ à peu près, cette zone d'intervention. Donc sur Ether, c'est exactement la même chose que sur le BTC. On met des moyennes mobiles, on fait de la continuation de tendance. Vous voyez, pareil, tunnel 3 minutes, résistance, pareil, là qu'on l'avait perdu, résistance, tout ça pour faire de la continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. Là, il y a une bonne confluence vers les 2845 $, tunnel 15 minutes, point pivot au weekly. Pareil, si on y va avec une réaction vendeuse, avec un signal qui nous dit en mode, c'est un signal baissier, globalement, ça peut être une mèche haute. Il y a plusieurs types de signal. Ça peut être un ravalement baissier, ça peut être une mèche haute, comme on est ici. Ce type de signal, une grosse poussée des acheteurs pour aller chercher les highs ici, réaction vendeuse et clôture dans le rouge. Ça, c'est une grosse bougie vendeuse. Ça, c'est un signal assez fort. Ça peut être un ravalement baissier, ça peut être une structure de retournement, ça peut être une inversion de dynamique sur une unité de temps plus courte, sur du low time frame. Ça, c'est à vous de voir et de décider qu'est-ce que vous entendez par une réaction vendeuse. Moi, réaction vendeuse, c'est tout simplement des vendeurs qui se manifestent. Après, c'est à vous de voir les patterns qui vous intéressent le plus. Ça, c'est une réaction vendeuse, avec ici un ravalement baissier.
Donc dans ce genre de configuration, vous déterminez des points de repère. Alors, un, vous identifiez votre tendance. Là, c'est pas compliqué, on est dans une tendance baissière. Ensuite, vous déterminez un point de repère et vous cherchez tout simplement des shorts au moment où on revient chercher ce point de repère si on a une réaction vendeuse. Voilà pour BTC et Ether. Hop, on peut parler un peu du marché US qui réalise une journée bullish pour le moment, mais on reste dans une tendance baissière selon moi, surtout avec ce M-top qui a été validé. On a ici en plus une bougie daily qui est assez bearish, on est revenu retester la ligne de coup, et on a ici une clôture qui est clairement contrôlée par les vendeurs en totalité, des acheteurs qui ont tenté de pousser mais qui sont fait submerger par les vendeurs. On n'a pas spécialement un M-top weekly, comme on a pu avoir par exemple à ce niveau-là, mais si on commence à retester, former une plus grosse structure, pareil, hein, si vous cherchez à investir sur le SP500, faites-le de manière intelligemment. Il y en a beaucoup qui sont en mode je DCA le SP500 toute ma vie jusqu'à mes 60 ans et je prendrai ma retraite avec 1 million. Bon, je pense que si vous regardez mes vidéos au quotidien, c'est pour avoir des compétences et on va dire pas attendre les 60 ans pour avoir une somme assez conséquente, je pense. Sinon vous n'avez pas besoin de regarder mes vidéos, faites votre DCA sur le SP500 et perdez pas de temps à regarder mes vidéos. Je pense que si vous cherchez à optimiser un peu vos entrées, vous pouvez le faire de différentes façons sans vous prendre la tête, juste déjà avec des moyennes mobiles, ou moi je pars du principe sur le SP500, retracement à partir de moins 20%, c'est intéressant. Bon, vous prenez le point le plus haut, vous dites ok, moins 20%, je commence à me repositionner sur du long terme. Et ça nous emmènerait à peu près à ce niveau-là, sur le SP500, moins 20, moins 30%, c'est intéressant. Vous pouvez attendre les moins 50%. Sauf que les moins 50%, la dernière fois qu'ils ont eu lieu, c'était en 2008 et dans les années 2000. Voilà. Est-ce qu'ils vont avoir lieu encore? Peut-être. Mais réservez du cash que vous déployez qu'on commence à avoir un moins 20, moins 30%. Ou vous mettez des moyennes mobiles et vous cherchez le tunnel 3 jours. Le tunnel 3 jours, c'est un bon point de repère. Puis en général, c'est en confluence avec les moins 20% de toute façon. Ouais, à peu près. Donc voilà, bon point de repère pour commencer à rentrer en position. Moi, je commencerai pas à rentrer ici sur le SP500. C'est beaucoup trop haut. Nasdaq c'est pareil, hein, globalement, structure de top, retest de la ligne du coup, bon, voilà, on a ici des structures qui ne sont pas terribles. Avant je commence sur les altcoins, on m'a posé une question, on m'a dit comment utiliser l'indicateur volume. Alors, l'indicateur volume, c'est vrai que je l'utilisais pas mal avant, quand j'ai commencé à trader, même il y a encore quelques années, mais je l'utilise beaucoup moins. Pourquoi? Parce que il y en a des tonnes des indicateurs et le but c'est pas de tout utiliser. Alors vous pouvez savoir tout utiliser, mais plus vous cherchez à utiliser d'indicateurs en même temps, plus vous allez vous embrouiller. Ça sert à rien de chercher la confirmation, de la confirmation, de la confirmation. Ça n'a aucune utilité. Les volumes, ils peuvent s'utiliser de différentes façons. Moi, la façon les plus simple pour moi, c'est de valider des breakouts, valider des impulsions. Alors là, je suis sur le contrat perpétuel. J'aime surtout les utiliser sur le contrat spot parce que pareil, en fonction des contrats que vous allez utiliser, si c'est sur BTC USDT Binance, BTC USDT Perp Binance, Coinbase, OKEx, BitGet, vous n'allez pas avoir ici les mêmes volumes. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Moi, je l'aime bien l'utiliser quand on a tout simplement des breaks, quand on a des impulsions, ou alors même quand on a un peu des bougies de capitulation. Quand on a de fortes baisses, ça peut être intéressant de voir si ça capitule ou pas, si on a de forts volumes, ce qui est souvent le cas. Si je prends par exemple ici mai 2021, avec cette bougie rouge, avec un fort volume, on a également cette phase-là. Alors on peut capituler, mais aller plus bas. Pareil, c'est un indicateur, c'est pas un indicateur magique qui va prédire à chaque fois le bottom ou le moment où on a capitulé. Ici, bonne bougie rouge, phase de capitulation, et puis là, celle-ci est voilà, très importante au moment du crack de FTX. Donc ça déjà pour identifier des phases comme ça de capitulation, ça peut être intéressant. Après on a bien sûr les breakouts. Quand on a une hausse du prix sans une hausse des volumes, en général c'est pas terrible. Et là on a un cas concret où on a ici une forte confirmation de break. On voit que c'est une bougie sur les volumes qui est assez conséquente, assez énorme, alors que après on est au même niveau de prix et les volumes sont relativement faibles. Ici, on a un signal qui nous montre que, ok, là, il y a vraiment eu du monde qui a poussé avec des volumes records sur BTC, USDT Spot. Après, vous pouvez regarder autre chose. Vous pouvez regarder globalement sur Coinbase et sur d'autres exchanges comme ça, essayer d'avoir des corrélations, mais la plus grosse utilisation selon moi des volumes, c'est pour accompagner le prix. On peut pas juste analyser les volumes comme ça, faut chercher une corrélation avec le prix, notamment quand on a des breaks. Alors ça marche aussi sur des unités de temps intermédiaires. Quand vous avez des cassures de structure, par exemple ici, vous voyez, on a une phase de latéralisation, quand on commence à casser en bas, faut regarder est-ce qu'on a des volumes qui sont conséquents.
Si on n'a pas de volume, là, on voit qu'on a un gros pic sur l'histogramme. Si par contre on a une cassure sans volume, bah ça peut être une fausse cassure, un piège, ou tout simplement, voilà, ça pousse pas, ou une fausse cassure, tout simplement, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Après, on peut utiliser des divergences de volume, c'est-à-dire qu'admettons, on fait est-ce que je peux trouver ici un exemple? Voilà, on est en tendance baissière, donc je pourrais, mais vous voyez ces phases de capitulation, c'est ce que je disais, ça c'est quand c'est le 10 octobre, ouais, la grosse bougie là, qu'on a sur les volumes, avec une grosse baisse, voilà, ça nous indique, ok, en plus on a une mèche qui est assez importante en une heure, là il y a du monde qui a capitulé, on a sorti pas mal de monde tout simplement. On peut utiliser les volumes comme des divergences, dans le sens où on voit ici qu'on fait un plus haut sur notre prix, et ici sur le volume, on fait tout simplement un plus bas. C'est-à-dire qu'on a moins de soutien, ok, et on a tout simplement une divergence baissière. Ça peut s'utiliser également de cette manière. Voilà, le but c'est pas de faire un tuto de 30 minutes sur les volumes, mais globalement, voici comment on peut les utiliser. Alors, sur les altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'ai XPL. Tac. Bon, XPL, tendance baissière, ça attention. Là-dessus, attention à ce genre de crypto. Si vraiment on rentre en bear market et que BTC revient chercher les 60-50 000 $, ça c'est des cryptos qui vont aller au fond. On est déjà sur du point le plus haut, point le plus bas, sur une baisse de moins 86%. Rien ne nous empêche, sur ce type de crypto, de refaire une baisse de moins 50, moins 60%. C'est tout à fait possible. Et c'est là où, moi, dans une tendance baissière comme on a actuellement, je ne me positionne pas sur les altcoins. En tout cas, pas pour le moment. Si on a des structures de bottom qui se mettent en place sur BTC, je pourrais m'exposer sur certaines altcoins. Pour le moment, je m'expose sur aucune. Parce que si on rentre dans un bear market comme on a connu en 2021-2022, même 2023, ça va être très moche. Ça va être très très moche sur les altcoins. Et on va continuer à corriger. Et il y a des altcoins qui ne vont pas se relever. Là, on met des moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'on constate? On est sous les moyennes mobiles. Sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le 15 minutes. Il n'y a rien à faire là-dessus. Commencez pas à faire du DCA là-dessus. Parce que faire du DCA là-dessus, c'est immobiliser son capital sur potentiellement une crypto qui va jamais donner des profits et qui va continuer à baisser. Au pire, vous allez faire votre DCA et ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Un jour, ça va pump et vous allez clôturer ici à break-even parce que vous allez vous dire, ça y est, ça fait 3 ans j'accumule cette crypto, je suis juste à break-even alors que il y a le BTC qui a fait un nouvel ATH, etc. Qui a été beaucoup le cas de certaines cryptos. Je prends par exemple EGLD. Je vous le dis, EGLD, le nombre de gens qui ont DCA ça pendant toute cette baisse-là, je vais mettre en normal pour que ça soit un peu plus choquant, hop, qui ont DCA EGLD pendant toute cette baisse, là ils sont juste à break-even ici. Là, quand on arrive ici, ils sont à BE. Ils ont immobilisé leur capital pendant 3 ans, seulement pour être à BE, alors que le BTC a fait un nouvel ATH et a très bien performé. Donc ouais, attention à ce genre de crypto. Je dis pas que ça va être le cas de XPL, par contre je dis juste que ça va être le cas de certaines altcoins. Après c'est à vous de les identifier et de choisir les bonnes cryptos, là vous avez de fortes convictions. Attention également aux projets qui sont jaunes, vérifiez la token mix, on peut avoir des tokens qui sont bloqués, qui vont être distribués au sein des investisseurs privés, au sein de la fondation, de l'équipe, etc. Et ça, si on est en plus en bear market, ils vont clairement en profiter pour prendre leur profit, pour dégager du cash qu'ils vont pouvoir investir ailleurs. Donc ça c'est également quelque chose à prendre en compte. Les projets jeunes peuvent avoir une token mix qui n'est pas terrible pour les prochains mois et les prochaines années. Ensuite, j'ai une analyse de Koai. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je pense pas que je suis sur la bonne chart là. Ouais, ça me paraissait bizarre aussi. Ok, est-ce que je peux avoir encore mieux? Je sais pas pourquoi je suis sur le contrat perp. Mexé en général, ouais, je vais prendre ça. Mexé en général, c'est pas mal. Ouais, Mexé c'est bien. Bon, on est littéralement sur du pump and dump là-dessus. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. C'est une altcoin qui a décollé, ok, qui a fait une grosse performance, puis après qui a pris son moins 99% là. Voilà, moins 99%. Il n'y a rien à faire là-dessus, c'est trop tard. Commencez pas à vous dire, ouais, ça va se reproduire à nouveau. Peut-être, mais je prendrai pas le risque, personnellement. On a eu cette phase de gloire là, où on a tout explosé, on a posé notre top de marché, puis maintenant ça s'effondre et c'est compliqué de rentrer là-dessus. Déjà, faites jamais de trading là-dessus, au vu de la volatilité, vous allez vous faire défoncer. Vous voyez, c'est des bougies, moins 27%, je suis en daily. Là, c'est moins 28%, moins 27, moins 31, il y a une très forte volatilité, qu'on a des rebonds, pareil, Voilà, on voit que sur 3 jours, ça rebond presque un x2, et là on est clairement dans une tendance qui est baissière. Je me mets sur du court terme, on voit bien, 15 minutes qui fait office de résistance, 1 heure qui fait office de résistance, il n'y a rien à faire là-dessus. À la limite, si vous voulez tenter quelque chose, attendez d'avoir une phase de latéralisation, on commence à montrer qu'il y a de l'intérêt.
voilà, connaître ce genre de structure. Vous voyez la différence entre ici une tendance haussière et des bottoms qui sont en train de se mettre en place, double bottom, triple bottom, des creux et des sommets de plus en plus haut, où là on a tout simplement des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc ouais, là-dessus c'est vraiment pas terrible, et attention à la volatilité sur ce genre de crypto. Je pense à des cryptos à très faible market cap qui du jour au lendemain peuvent mourir. Maintenant, si vous voulez tenter quelque chose, qu'on a une structure en W, ouais, même en W, c'est moche. La charte, elle est toute jaune. Il y a rien à faire là-dessus. Il y a rien à faire. Donc, patientez. Et moi, je toucherai pas à ce genre d'alcool. Maintenant, si vous êtes un peu joueur, attendez qu'on a un meilleur signal, mais une bonne gestion du risque là-dessus, parce que il y a plus de probabilité de tout perdre. C'est limite faire du casino là-dessus. Dernière crypto, ICP. Alors, ICP, voir où elle en est. C'est vrai que je l'ai pas regardé depuis que j'avais clôturé mon trade que j'avais pris la dernière fois. On avait bien pump, mais on a bien retracé, hein. C'est pour ça, je vous avais dit de prendre rapidement vos profits, hein, pour ceux qui sont rentrés en position. Alors oui, j'ai pas le point le plus haut, la preuve, mais au moins, moi, je préfère clôturer ici que de se dire je garde, ne jamais clôturer et au final se retrouver à ce niveau-là, peut-être toujours en gain, mais en tout cas des gains qui sont beaucoup moins, qui sont moins conséquents. On retrace, ICP reste globalement dans cette grosse phase de latéralisation. L'extrémité basse, ça reste plus une zone où on va chercher des achats. Maintenant, vaut mieux attendre une réaction, un peu comme je l'ai fait. Mais bon, moi, c'est plutôt une réaction très court terme que j'ai attendue. Pour ceux qui veulent se positionner plus sur du long terme, attendez une pattern en W comme on a eu ici, par exemple. Ce type de pattern. Déjà, ça vous donnera un signal plus intéressant. Et dans ce genre de configuration, on met directement une invalidation avec une clôture weekly en dessous de ce niveau-là, en dessous des 2,5 $. Parce que si on commence à clôturer en weekly sous ce niveau-là, ça serait pas très joli, et on sortirait de cette phase de latéralisation qui dure depuis 2022, et on aurait de grandes chances d'avoir une poursuite de cette tendance baissière, qui de base est baissière. ICP, on revient de très loin. On le voit bien, hop, voilà, tac. Donc pour le moment, il peut y avoir des longues qui se prend sur l'extrémité basse, mais je serais très prudent au vu en plus du contexte qu'on a sur BTC, Ether et les cryptos de manière globale. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas, ceux qui sont pas encore dans le Discord, de le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. J'ai été transparent, je vous ai partagé mon plan sur BTC, que ce soit mes derniers achats et surtout les zones qui m'intéressent pour la suite. On verra ce que ça donne là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.